Yarana et Kauhanui, bienvenue sur Golden Tiki. Donc aujourd'hui, nous sommes avec mon ami Kie. Et du coup, il va se présenter, il va parler un peu de lui, de tout ce qu'il fait dans la vie. Et voilà, donc pour commencer... Salut tout le monde, moi c'est Kie Kohumwiti. Très ravi d'être là avec vous aujourd'hui, avec le copain Golden Tiki, part 1. Alors, Kie, ouais, déjà pour commencer, d'où tu viens, de quelle île? Je suis de l'île de Uapo, dans la vallée de Hakahau, aux îles Marquises. Tu as grandi là-bas? Ouais, j'ai la chance d'avoir pu grandir là-bas au moins le plus longtemps possible, mais sinon la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée en contrepartie ici à Paris pour des raisons médicales, mais sinon ouais, j'ai cette chance d'avoir pu grandir, faire l'étude là-bas jusqu'à Tahiti, puis après maintenant vivre ici. T'as vécu de quel âge à quel âge à peu près aux Marquises? Alors, à Uapo, je suis resté pratiquement jusqu'à l'adolescence, 15-16 ans. Puis après, comme tout Marquisien, tu es obligé après d'aller à Tahiti pour faire le lycée après la 3e. Et là, après, tu te cherches toi-même, quoi. Du coup, t'étais à quel lycée alors quand t'étais à Tahiti? J'étais au lycée de Hatima à Mahine, en bac professionnel informatique. Et du coup, c'était pas trop dur déjà le passage de Marquise à Tahiti? Si, ouais. En fait, le plus dur, je pense, c'est de quitter le cocon familial. Hein. Quand tu quittes ton cocon familial, pour nous tous, Polynésiens, ça fait un petit pincement au cœur, mais après, quand tu es obligé là, comme du coup, pour aller à l'école, t'as pas d'autre choix que d'aller à Tahiti, mais après, là-bas, tu te fais des potes, tu continues toujours d'avoir les mêmes copains du collège, puis après, certains font leur propre chemin. Et du coup, quand tu étais à Tahiti, t'étais avec aussi d'autres Marquisiens aussi? Quand je suis arrivé ma première année à Tahiti, au lycée, on a continué quand même à avoir cette connexion avec la culture, hein. On était encore dans un groupe de danse. Moi, j'ai commencé chez Kaipika de Kaikaian, créé par Liva Hikutini. Et puis après, de fil en aiguille, quand tu es au lycée, chaque fête d'internat ou bien il y a la journée polynésienne, on montre des prestations de l'île. Et puis, comme ça aussi, hein, tu perds pas ton petit cocon culturel, quoi. À quel âge t'es allé en France? Alors, moi, j'ai une histoire particulière. Je suis né malade et puis pratiquement à la naissance, je suis arrivé 2 semaines après ma naissance sur la France pour des raisons médicales. Et je faisais que des allers-retours France, Tahiti, Uapo, France, Tahiti, Uapo, mais ça ne m'a pas empêché quand même de garder ce côté marquisien, ce petit côté tamarinana qu'on te donne à la naissance aussi. Hein. Mais ouais, voilà, c'est pas... Je resterai marquisien dans l'âme. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Du coup, pour l'instant, enfin là, niveau santé, là, c'est quand t'es en France. Non, niveau santé, franchement, ça va très très bien. Aujourd'hui, j'ai une petite famille. Et je pense que quand en tant que père, tu as une petite famille maintenant, tu touches le Graal. Tu es plus que riche que tous les riches. Hein. Oui. Et comme quoi, donc, du coup, même si au début, la vie, elle te donne pas forcément le plein potentiel, mais tu arrives quand même à faire en sorte que tu puisses vivre. Normalement, oui. Le plus dur, c'était ça, c'était de vivre, c'était de penser, de vivre normalement. Mais après, je me suis aperçu que c'était moi-même qui bloquait, quoi. C'est dans la tête. En fait, ouais, c'était dans la tête. Mais depuis, non, je suis marquisien, mahi et français, ouais. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais ici en France? Alors là, ça fait 2 ans que je suis rentré dans le monde du tatouage. J'ai cette chance de connaître un panel de tatoueurs, d'artistes tatoueurs, mais des plus fous ici en France. Hein. J'ai connu aussi quelques-uns qui vont et viennent à Tahiti ou ici. J'ai commencé dans le tatouage en tant qui faisait que de la vectorisation. Je faisais de la vecto de logo de 2-3 cousins. Ensuite, j'ai commencé à faire de l'infographisme. Je commençais à faire des cartes de visite, des bâches. Et de fil en aiguille, mes cousins m'ont proposé d'aller avec eux en faire leur secrétaire. Et depuis, je lâche plus trop quand il y a des conventions, les copains m'appellent, les cousins m'appellent, voilà, qui vient, on va en convention, on a besoin de toi, je les suis, ouais. Mais ouais, non, fier d'être mahi, fier d'être marquisien. Et puis c'est un grand plaisir de connaître un peu plus la culturelle, le côté culture, d'autant plus le patotiki pour moi.
Parce que moi, perso, je suis issu d'une famille qui n'est pas du tout dans le patotiki. Et ben, c'était aussi un moyen pour moi d'ouvrir un peu mon esprit sur ce côté-là dans le tatouage. Du coup, maintenant, ben, comme tu es en contact avec tout ça, tu as un peu plus de notions quand même de tout ça, du patotiki. Ouais. J'ai acquis des notions grâce aux garçons. J'ai compris que le patotiki était à la fois très sacré, mais aussi très prometteur à faire promouvoir dans le monde entier. Il faut qu'on arrive à partager. Moi, en tant que marquisien, le patotiki, le Tahitien, il partage son tataou à lui. Et c'est un moyen pour nous, Mahoui, de pouvoir s'affirmer ici en France, parce qu'on est très peu, on est une très grande communauté, mais on est aussi pas nombreux, quoi. C'est sûr qu'en termes de quantité, on est un peu éparpillé partout, quoi. On est éparpillé, mais ouais, le tataou m'a permis de me recentrer culturellement parlant. Alors, ici en France, à Tahiti, c'était la danse. Et quand je suis arrivé en France, là, cette année, ça va faire 3 ans que je suis dans le tataou. Et ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu as lu des livres ou est-ce que c'est plus à l'oral ou avec les gens ou t'as vu des livres aussi un peu qui t'ont montré un peu l'histoire? J'ai pas eu l'occasion d'avoir des livres, mais j'ai eu l'opportunité de discuter avec un oncle qui est ici à Saint-Nazaire. Je pense que pour moi, c'est l'une des personnes qui, encore une fois, dans le patotiki, qui est un peu notre oncle, mais en même temps notre sage du tataou. Parce que lui, quand tu parles avec lui, tu n'as pas besoin de lui demander ce que tu veux apprendre du patotiki. Lui, parce que il vit de ça, il vit patotiki, il mange patotiki. Et quand il te parle du patotiki, c'est vraiment un truc incroyable. Je pensais que ça allait être renfermé, mais non, au final, c'est vraiment grandiose. Le côté patotiki ne reste pas uniquement à nos histoires d'avant. Encore aujourd'hui, toi et moi, si on a l'occasion de partager le patotiki par se faire tatouer, rien que le fait aussi d'écouter des personnes à parler de patotiki, ben toi aussi, quand tu rencontreras des garçons, des copains, d'autres personnes, le fait d'en parler, ben tu apportes un peu ta pierre à l'édifice où le partage culturel se fait normalement, quoi, et indirectement. Donc au final, ouais, le but c'est que ça s'oublie pas, quoi. Oui, que ça reste un peu dans les mémoires. Ouais, il faut vraiment qu'on arrive à s'ouvrir au monde, hein, ça c'est sûr. Il faut qu'on s'ouvre au monde, mais il faut aussi qu'on partage notre monde à nous au monde. Alors, mais dans ces cas-là, il vaut mieux partager, sinon il vaut mieux d'abord que tu fais par phase. La première phase que moi j'ai fait, c'est être avec ce tonton-là, d'apprendre, de manger, de boire, de toutes les histoires qu'il dit. Et puis après, ben, quand je suis avec un client, quand je suis en clientèle, en convention, en salon ou même par téléphone avec des clients, ben j'essaie vraiment de leur clarifier les choses, que le patotiki, se faire tatouer aujourd'hui en style patotiki, il faut vraiment que j'arrive à leur faire comprendre que grâce à eux aussi, quand le tatouage sera terminé, quand la séance se finit, grâce à eux, ben, le patotiki va encore aller un peu plus loin de nos porte-tatouages. Et du coup, tu peux dire le nom de cette personne? Ouais, alors la personne c'est Teaka Patotiki Tonton, si tu nous vois. Et puis et vraiment si vous avez l'occasion d'aller sur des conventions, peu importe, internationaux, des festivals ciblés polynésiens ici sur le territoire français, allez-y, allez voir même voir leur travail, discuter avec eux du tatou. Eux, ils se feront aussi un plaisir du coup de partager leur passion, parce que eux, dans leur cas à eux, c'est à la fois une passion et le métier. Et il faut pas trop qu'on généralise le métier et la passion. Non, c'est vraiment deux choses différentes. Quand quelqu'un est passionné, c'est que le gars, il est vraiment passionné. Il va pas te lâcher. Il va quand même t'expliquer avec ses mots. Et puis c'est à toi à apprendre ce qui est vraiment à apprendre et ce qui est vraiment bon pour toi. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il est considéré comme un tournant ou pas plus que ça? Oui, non, lui, il fait partie des trukas. Patotiki ici en France, c'est très respecté, très réputé. Après, tous les tatoueurs sont tous des trukas, tous. Il n'y a pas un qui n'est pas truka. J'ai souvent la remarque des clients qui me disent, ouais, je veux me faire tatouer par le plus bon des tatoueurs. Ben moi, en tant que secrétaire devant, je leur dis, écoutez, vous n'avez pas de méga tatoueurs, ils sont tous bons à leur niveau, dans leur génération. C'est très compliqué de qualifier un artiste tatoueur comme le truka. Après, bien évidemment, les anciens tatoueurs comme le tonton, là, comme Teaka,
lui, il prend un peu plus de galon parce que ben, là, son époque, ma génération et la génération qui viendront après n'auront pas les mêmes connaissances que lui, il a pu acquérir pendant son enfance, alors à lui aussi. Oui, oui, oui. Il est légitime dans le milieu, quoi. Oui, il est légitime, il pèse, il pèse très très lourd, mais c'est, malgré tout ça, c'est un gars très très accessible, hein. Il faut, si jamais un jour, ben, Tiki a l'occasion d'aller voir TAK en festival ou en convention, vraiment, il se fera un plaisir d'accueillir Tiki parce que, encore une fois, TAK, c'est c'est pour moi vraiment dans le Patou Tiki, TAK reste une référence par rapport aux motifs, à la signification, par rapport à la pose des motifs, parce que dans le Patou Tiki, quand tu te fais tatouer Patou Tiki, il n'y a pas que l'esthétique qui compte, il y a vraiment toute une histoire, même dans le tatouage bien évidemment. Mais lui j'ai ce souvenir que il me disait que quand il tatoue la personne, quand il fait les dessins, ben en fait c'est pas lui qui pose les motifs, c'est Tiki qui est là, c'est Tiki qui lui donne les motifs et lui il est uniquement l'outil pour pouvoir poser les motifs sur toi. Et puis après, bien évidemment, la séance avec l'aiguille et la machine, c'est lui, voyez. Mais il me disait que c'est le plus important pour lui, c'est que toi, en tant que client, il faut vraiment que tu ressentes que ce n'est pas que le tatoueur qui te tatoue. Il y a aussi un travail spirituel derrière. Et lui vraiment, c'est vraiment quelqu'un. Je l'ai vu travailler, je le connais, j'ai cette chance d'avoir pu discuter avec lui. Et ouais, je donne souvent ce conseil aux futurs clients, s'ils veulent un tatouage avec une histoire et ressentir un truc spirituel, lui, TAK Patou Tiki est l'une des personnes à aller voir et puis à aller écouter parce que lui, il tatoue, il sculpte et puis il est auteur-compositeur aussi de chants marquisiens. Et ouais, donc comme je te disais, il vit Patou Tiki. Il dort, il partage Patou Tiki. Et ça, pour moi, je trouve ça, c'est très, très fort de vivre ici en métropole et de continuer à perdurer dans cette façon de vivre. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter par rapport à la culture ou par rapport, je sais pas moi, aux marquises, France? Anecdote, non, mais si vous voulez un peu plus connaître les marquises, ici en France, vous avez un groupe de danse marquisien. Ça s'appelle l'association Toa Iki, présidée par Opeta Tatou. Et ben voilà, par le biais de chants, de danse, de tatouage, on vous offrira un moyen de connaître notre culture, la culture marquisienne. Et au niveau des marquis, si vous avez l'occasion d'aller en Polynésie et que vous pouvez assister une fois au moins au Matava'a, aux marquises, ça aussi, pour moi, c'est l'une des claques à prendre culturellement parlant. À Tahiti, il y a le Heiva et chez nous, au Marquise, il y a le Matava'a. Et là, tu vois toute une épopée d'artistes, tatoueurs, sculpteurs, conteurs, académiciens au niveau de la langue. Et le plus beau à voir, c'est les enfants qui sont là, se donner à fond pour la culture. Tu peux expliquer un peu combien les gens ils savent pas vraiment c'est quoi le Matava'a, c'est quoi cet événement? C'est un rassemblement culturel aux Marquises, prioritairement aux îles marquisiennes. Et ensuite, des fois, on invite nos cousins, les Néo-Zélandais. Et de temps en temps, je sais que quand on a fait à Uopo, il y a la délégation de Napuka qui est venue, parce qu'il y a une petite histoire avec Uopo. Mais ouais, voilà, le Matava'a, c'est vraiment un rassemblement culturel, que ça soit danse, chant, même au niveau du culinaire, c'est vraiment une chose à voir aux Marquises et je vous le souhaite vraiment d'y aller. Allez-y, les yeux fermés, vraiment vous n'allez pas regretter. Du coup, on va parler de la langue un peu. Genre, toi, tu parles marquisien couramment? Oui, je parle couramment marquisien, tahitien, ouais, maintenant avec madame. Mais ouais, le marquisien est présent dans ma vie. Toi, t'as appris le marquisien aux marquises? Dès petit, on m'a appris à parler nana. À l'école, ouais, aussi on t'apprend, mais le marquisien se fait plus à la maison. Tu trouves que aujourd'hui, je sais pas si tu es en contact avec des jeunes ou quoi, tu trouves que ça se garde encore le marquisien? Est-ce qu'ils arrivent encore à parler marquisien ou ça commence un peu
être de plus en plus dur, ça se perd un peu? Alors, heureusement que non, les Marquisiens, on a encore cette chance de garder ce côté. Parler franchement marquisien, même le plus jeune peut parler. Je pense pas que le marquisien va se perdre parce que si on se met à comparer le marquisien et le tahitien c'est incomparable. Lui, c'est pratiquement une mégalopole maintenant. Donc, mais s'il y a une langue qui prend le dessus, ben là, du coup, le français à Tahiti. Là, récemment, je suis rentré dans mes nièces parlent marquisien avec les vieux et les plus jeunes aussi. Et il faut vraiment qu'on garde ce côté respectueux envers la langue, inculquer ta langue à ton enfant. Là, moi, depuis que j'ai mon petit, ben, on parle souvent marquisien, on parle souvent aussi tahitien. Parce que comme je fais un peu le parallèle avec le tahitien, comme le tahitien, il commence un peu, même si c'est la langue principale en Polynésie, j'ai interviewé plein de gens qui tapent Tahiti, et eux me disent que on leur apprend pas forcément, toi, les parents à l'école, et ça commence un peu à se perdre. Ouais. Et toi, tu me dis aux Marquises, c'est pas le cas. Non, aux Marquises, non. Pour l'instant, aux Marquises, c'est vraiment resté encore très culturel. Peut-être parce que nos parents parlent marquisien couramment à la maison. Je pense que c'est ça. Si le travail de la langue se fait en amont à la maison, bien évidemment, l'école fait son travail d'école, hein, le français, l'anglais, toutes les autres langues. Mais ouais, s'il faut apprendre ta langue maternelle, il vaut mieux, je pense, l'apprendre à la maison avec tes parents qu'à l'école avec une personne. Ouais. Et au Marquise, il y a aussi, il y a deux sortes de Marquisiens parlés. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre ceux du Sud et ceux du Nord? Il y a le N, il y a le K. Alors, ceux du Sud, quand tu discutes, moi quand je discute avec des personnes du Sud, je comprends, mais il y a des mots où non, ben je bloque quoi. Et puis je leur demande, non, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ils te traduisent. Mais non, nous à Ouapou, je pense qu'on est peut-être la seule île à avoir beaucoup de caca. Ouapou, je pense, reste peut-être l'une des îles où quand on parle, c'est vraiment très saccadé en caca, alors que quand ils parlent avec toutes les autres, ben eux c'est vraiment ils chantent encore plus que de nous Ouapou. Hein. Ouais, quand ceux du Sud parlent, ben les voyelles se tirent un peu plus que nous à Ouapou. Et c'est sur quelle île tu trouves c'est un peu plus chantant quand les Marquisiens ils parlent? Perso, là, je me suis fait des amis de Hivawa et Tawata. Ces deux îles chantent beaucoup. Après, moi, je dis que je chante aussi. Hein. Mais comme c'est toi, ben, donc toi, tu t'entends pas. Tu t'entends pas chanter. Mais quand tu entends l'autre personne chanter, tu dis, ah ouais, moi, je parle comme ça. Et au final, on chante tous. Mais après, il y a une certaine intonation que tu dois prendre sur certains mots. Alors, toi, nous, à Ouapou, on dit, à Hivawa, il dit, donc, tu tires encore plus, quoi. Mais après, c'est la même définition, on se comprend tous, quoi. Bah oui. Et après, ça fait aussi une sorte de beauté, tu vois, dans la langue. Tu vois que chacun a ses petits trucs. Oui, ça apporte un peu plus de richesse sur certains mots. Et comme ma maman, elle est de Nukuiva, et quand elle parle, elle chantonne aussi un peu, mais pas plus que ça, tu vois. Pas plus que ça. Est-ce que toi, quand tu es venu en France, tu as senti un petit manque ou un manque de ton île Oui, ça serait mentir de dire non. Le manque se ressent au bout, je pense, moi perso, je l'ai ressenti au bout d'une semaine. Mais parce que t'as plus tes repères familiaux ou par exemple si t'as une routine à Ouapou, le matin tu te lèves, café, après tu ratisses les feuilles, tu vois tout ça, les petits tics comme ça. Ici moi je l'ai perçu un peu très différent parce que du coup tu ratisses plus les feuilles, tu fais plus rien quoi, t'as plus maman par derrière. Mais ouais le manque se ressent encore un peu plus. Là, on est vraiment très loin, Tiki et moi, de Ouapou. Je peux te dire que le manque se ressent beaucoup. Ouais. Et du coup, comme toi, ta madame, elle est de Tahiti. Madame, elle est plus des Tuamotu. Des Tuamotu? Ouais. Ok. Et tu sens que pour les Tuamotu, c'est différent? Non, c'est pareil, tout le monde. Ouais, tout le monde, que je sois marquisien, tahitien, Tuamotu, ou un gars des Australes. Je pense que le manque se ressent, mais après, quand on fait le choix, moi, je dis toujours que on a fait le choix de vivre ici, donc cette question-là, on l'oublie, quoi. On évite de la poser, on évite d'y penser surtout, parce que sinon,
le chagrin, hein, le manque de lit, les bruits, les odeurs, tout revient au galop. Ouais. Tu te fais mal pour rien. Ouais, tu te fais mal pour rien. Si tu y penses exactement. Un peu comme tu dis, ouais, c'est un choix. Si on est ici et qu'on reste ici, ben, on choisit quand même d'être ici. Ouais, hein. on choisit. Si on veut vraiment rentrer, ben, voilà. On a des moyens de rentrer. On a des moyens de rentrer. Oui, alors, pour tous ceux qui sont sur Paris, déjà pour tous ceux qui sont sur Paris, à partir de mercredi 30 jusqu'au 11 mai, vous avez la foire de Paris. Et cette année, vous aurez l'occasion d'avoir un village polynésien. Venez nous voir, on y sera. Il y aura bien évidemment nous, le Tatao. Il y aura à manger, il y aura des animations, il y aura plusieurs autres artisans, vendeurs de perles, enfin le classique de chez nous, Mahu. Mais oui, venez nous voir pour ceux qui sont en manque un peu de vibes, de good feeling de chez nous. Cette semaine, alors du 30 au 11 mai, à Port de Versailles, à la Foire de Paris, on y sera. Allez voir sur leurs différents profils Instagram ou Facebook, Foire de Paris. Sinon, à partir du 28 mai au 31 mai, vous avez la Vendéva qui arrive. Pareil aussi, venez nous voir, c'est 4 jours de fête. Il y a la course de Va, il y a le village. Et je peux vous dire que c'est vraiment un moment de partage entre nous déjà, nous tous Maui, et un moment de partage avec d'autres personnes de notre culture. C'est du 28 mai au 31 mai au Sable d'Olonne. Et allez voir toutes les infos sur les différentes plateformes. Vendéva au Sable d'Olonne du 28 au 31 mai. Okay, bon. C'est noté, de toute façon, je mettrai cette partie-là. Et comme il y a, enfin moi j'ai plein d'amis français qui sont de France qui se tatouent polynésiens, Patutiki, Tato. Et est-ce que toi tu as un avis dessus ça, sur comment les gens ils se tatouent? Oui. Même si c'est pas forcément des locaux, des marquisiens. Ok. Non, franchement, encore une fois, si on réfléchit d'une manière où Tiki et moi, on veut qu'on connaisse notre culture, que ça soit le tatou, la bouffe, etc. Non, vraiment, venez nous voir sur les villages, sur les conventions. Venez nous voir, venez discuter avec nous de vos projets tatou. Je me ferai un plaisir aussi de vous renseigner, de vous aiguiller sur vos différents projets. N'ayez pas ce sentiment de parce que vous n'êtes pas polynésien que vous ne pouvez pas vous tatouer. Non, pas du tout. Enlevez ça de vos têtes. Dites-vous une chose, que grâce à vous, ma culture, elle va au-delà de mes propres frontières. Et si vous faites ça, pour moi déjà c'est un grand pas aussi au niveau du partage culturel. Ouais. En plus, après moi j'ai regardé plein aussi de livres d'histoire, plein d'écrits de avant. Ils disaient même aussi que tu vois les premiers Européens quand ils sont venus aux Maquis, bah c'était pas genre ils se disputaient tous les Tuhuna et Tuka, ils se disputaient pour aller tatouer parce que eux c'était un honneur en gros de tatouer un homme blanc. En plus comme la peau blanche, ben ça marque. Faut pas croire que c'est genre c'est un interdit quoi. Mais il y a quand même des symboles qui ont des sens et qui sont pas forcément à tatouer sur tout le monde. Non, bien évidemment non. Alors sur les symboles du tatou, si vous venez avec votre histoire, pour nous en tant qu'artistes, c'est plus facile de faire le projet. Ne venez pas encore une fois avec une idée où voilà, qui est bonjour, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, pas du tout. Vous venez avec votre histoire et on choisit ensemble une base, ce que j'appelle une base symétrique, sinon une base animalière ou encore une base plus florale pour tout ce qui est féminin. À l'intérieur de toutes ces mêmes bases-là, on intégrera votre histoire à vous parce que le tatouage avant tout, c'est votre histoire, c'est vous et vous seulement. Le tatouage avant était bien évidemment, c'était bien avant que tous les colons et missionnaires arrivent sur nos terres, était uniquement réservé à une certaine élite de guerriers. Maintenant, au fur et à mesure que le monde avance, on est bien évidemment dans un mood où on doit se faire connaître, et pour se faire connaître, c'est grâce à vous, clients, que mon tatouage, mon Patutiki, se fera connaître chez vos amis, famille, ou même collègues de travail. Ben voilà, venez nous voir, on va en parler tous ensemble. Et franchement, généralement, quand vous venez avec vos idées, la séance de tatou se fait plus rapidement. Ça se passe bien quoi. Oui, ça se passe très très bien. Après, pour ceux qui sont un peu plus peureux au niveau de la douleur, là, c'est là où vient le rôle du tatoueur.
pendant la séance, même pendant le dessin déjà, si vous vous livrez, mais vraiment sentimentalement, si vous vous donnez à fond, que vous vous ouvrez vraiment à nous, la séance, je peux vous la dire que vous allez la ressentir, la douleur, mais pas aussi dur que dans le sens plan. Quoi. Le tatou fait mal. Je vais pas vous dire que le tatou ne fait pas mal, ça fait mal, mais si vous êtes dans un mood relaxé et que vous discutez avec votre artiste, ben, la séance, vous l'oubliez, au fait. Et c'est ça le secret d'une bonne séance de tatou, c'est vraiment d'arriver avec l'esprit très ouvert et avoir un bon feeling. Toi, tu regardes aussi, toi, des fois, les séances de tatouage, ou... Oui. Moi, tu vois quand on tatoue? Ouais, je vois déjà au dessin, je regarde, hein, je regarde les différentes étapes de la séance. La plus importante, c'est vraiment le dessin. Le dessin, parce que c'est le moment où l'artiste et la personne qui se fait tatouer doivent vraiment avoir une certaine alchimie, où toutes les planètes, comme on dit, s'alignent, et que le tatou, les motifs, comme je le disais, les motifs, généralement, c'est pas le tatoueur lui-même, quoi. Toi, derrière, il y a Tiki, il y a tous les autres ancêtres qui sont là avec lui et qui lui donnent, ok, là, tu mets ça. Plus bas, tu mettras ça. Mais toujours en fonction de votre histoire à vous. Est-ce que des fois, toi, tu vois, des fois, genre que ils refont des fois les dessins, ou c'est premier coup, ça marche. Premier coup, bon, ben, on va pas refaire d'autres. Ou c'est souvent, bon, ben, on va faire une fois, bon, si le client dit, il n'aime pas trop, il peut le faire une deuxième fois, ou au général, comment ça se passe? Alors, pour les gros projets, ce qu'on appelle des gros projets, des full bras, ça se fait en plusieurs fois. Mais pareil, au fait, c'est simple, les gars. Dites-vous juste que si votre idée à vous, dans votre tête, elle est claire, pour le tatoueur, vous apportez un travail en moins à faire. Lui, il est là uniquement à poser votre histoire, à poser les motifs. Et puis après, bien évidemment, lui, avec son talent en lui, il te dira, ok, ça, je l'ai pas mis là, je l'ai mis plutôt là. Comme ça va s'accorder avec ce motif, l'autre motif. Mais oui, c'est uniquement ça. Dites-vous juste ça. Vous voulez vous faire tatouer, venez avec vos idées et non, tout glissera. Est-ce que toi, tu connais les zones un peu qui sont douloureuses? Genre, c'est quoi pour toi, si tu devais faire un classement des zones? Les classements, les endroits les plus douloureux que tout le monde fait, normalement, ce sont les parties intérieures, hein, le bras, les jambes, toutes les parties où la peau, elle est fine. Là, ça pique vraiment, hein, mais après, partout, je suis désolé, mais partout, ça fait mal. Ça va faire mal. De toute façon, ça va faire mal. De toute façon, vous allez avoir mal. Est-ce que des fois, les tatoueurs, ils peuvent interrompre une séance quand ils voient que vraiment la peau de la personne, ou je sais pas, aussi, ils voient que pour aujourd'hui, ça suffit, alors que d'habitude, il aurait pu faire long, mais lui, il va dire, aujourd'hui, on va pas faire trop. Oui, non. Ça arrive, il arrive parfois que soit c'est la personne qui le dit, je veux arrêter, j'en peux plus. Hein. Sinon, quand le tatoueur prend la décision d'arrêter une séance, c'est peut-être à cause aussi du corps, de la réaction de la peau, ou sinon, ben, c'est la personne en lui-même, on voit, il peut plus tenir. Toi, quand tu vois une personne qui grince trop des dents, ça fait 30 minutes qu'il grince et qu'il bouge, la personne ne pense pas à ce que quand il bouge, ben, le tatoueur, lui, il ressent tous les petits mouvements, quoi. Et quand il y a plusieurs petits mouvements qui se suivent, ben, le tatou prend un peu plus de temps à se faire. Et ouais, là, soit on fait une petite pause, ben, on reportera une autre fois. Ok. Toi, du coup, tu me disais, toi, t'es pas d'une famille qui était spécialement dans le... Tatou? Ouais, dans le tatou, de base? Non, de base, non. De base, ma famille, elle est issue d'une lignée d'artistes, mais plus chanteurs. Par exemple, si vous connaissez les Kanao Trio, ben, toute la lignée Kohumwetini, ben, nous, on est de cette branche-là. Hein. Après, il y a des personnes qui sont nées et innés, qui ont ça dans la peau et dans le sang. Mais ça, tu le vois assez tôt quand même. Tu vois assez tôt. Au collège, ben, si tu te mets à dessiner tous les carnets de correspondants de toute la classe, c'est que ça doit bien partir au niveau du dessin. Ouais, c'est que t'es fait pour ça, quoi. Ouais. C'est ta voix. Il y a plus dans le côté chant. Chanter, c'est pas... Chanter, ouais. Non, c'est plus le côté chant. Il y a plus du côté chant. Après, sinon, plus ciblé, ma famille en moi, ben, je pense que comme dans toute famille
marquisienne, malheureusement, la religion a pris un poids assez énorme sur toutes les familles en Polynésie. Ouais, mes parents sont très à fond dans tout ce qui est religieux. Après, bien évidemment, on respecte aussi la culture. Mais ouais, non, je ne suis pas issu personnellement d'une famille de tatoueurs et de culture. Non, mon père il travaille dans l'éducation et puis à côté, ce qu'on appelle diacre dans l'église catholique. Et c'est pas pour longtemps qu'il m'a un peu bloqué sur ça, quoi. Non. Ma maman, elle est beaucoup aussi dans la religion. Comme tu disais, aux Marquises, tout comme en fait, ils avaient beaucoup de ferveur, ils avaient besoin de mettre ça quelque part. Exactement. Comme avant, c'était dans la culture marquisienne. Hein. Mais après, quand les colons ils sont arrivés, ils sont pas aussi bêtes les Marquisiens, ils voyaient que bon ben tout le monde a des maladies, ils avaient peur un peu, ils se disaient putain mais bon, peut-être nos dieux sont plus assez forts, et c'est pour ça qu'après bon ils se sont un peu réfugiés dans la foi. C'est exactement ça. Pour pas perdre un peu l'esprit, quoi. En vrai, bon, je pense que ça devait être une époque un peu dure. Genre entre 1800 et 1900, déjà ils sont passés d'une grande population à une petite population. D'un coup. Non, je pense que l'arrivée des colons, des missionnaires, a joué un rôle assez crucial dans toutes les cultures, pas que là, dans toutes les cultures. Mais ouais, comme tu dis, aux Marquises, la religion est même au-dessus de Tiki. Moi encore aujourd'hui, je vois ça, je ressens ça. Et je trouve ça un peu dommage, mais je vais pas en vouloir à mes ancêtres. Parce que, bien évidemment, à cette époque-là, le mec avait une noix de coco et une lance en face de lui, il avait des canons, des fusils. Le pauvre, il pouvait rien faire, quoi. Il pouvait rien d'autre faire. Et puis, il vient, on l'apporte un truc religieux. Bien évidemment que si tu es tout seul au final, toi, dans ton camp, tu es obligé de te raligner à une même cause, quoi. Ton père les diacres alors? Ouais. Est-ce qu'il te dit que les deux vont ensemble? Lui, il veut vraiment qu'on sépare la chose, hein. Religion et culture. Mais il nous a jamais interdit de prier ou de danser ou de faire des tatouages. Il nous a jamais interdit ça. Par contre, ouais, il m'a toujours dit que il faut pas qu'on joue avec la religion et il faut pas qu'on joue avec la culture. Donc toi, rien qu'entendre ça, c'est déjà une manière d'affirmer et de dire ok, ça c'est A et ça c'est B, donc c'est pas la même chose, quoi. Et c'est là je trouve où les colons ont été très forts sur ça, quoi. Ils ont réussi à inculquer autre chose que Tiki dans notre propre culture, dans notre propre vie à nous. Et ça, franchement, si nous voient les colons, chapeau, chapeau. Heureusement qu'aujourd'hui on arrive à vivre avec tout ça. C'est pour ça que moi perso, déjà vivre à Paris, je pense que Paris est un endroit où ce même déclic là, tu la ressens assez vite quand tu te balades dans les rues de Paris. Hein. Quand tu es en banlieue, tu ressens que il y a pas le côté parisien y est, mais les autres cultures aussi, ils y sont, quoi. Donc, à toi et à moi, à apporter du coup notre pierre sur cet même édifice-là. Si on veut faire connaître Tiki, c'est à toi et à moi à le faire connaître. Il faut qu'on soit acteur soi-même de sa propre culture. C'est pas un autre qui doit le faire. C'est beau à entendre. Du coup, merci Ki pour l'interview. Merci à toi d'avoir participé à cette interview. Donc du coup, l'équipe de Golden Tiki et moi, on a décidé de te donner un petit cadeau. Tiens, je te donne un petit cadeau. Et maintenant, on va faire un petit, c'est le rituel, la petite tradition. C'est un petit chihou. C'est bon? 1, 2, 3. Chihou.